dans les salles était animée, dynamique. Donc, je veux vous remercier de votre générosité parce que tout ce que vous avez ressorti comme idée, comme contenu, comme piste d'action sera ramené au comité de suivi, comme on vous l'a mentionné ce matin. Et le comité de suivi de l'IRM se fera un joyeux plaisir de colliger toutes ces informations et d'en développer finalement un plan d'action qui sera disponible à la fin mars. Nous savons que l'importance de certains facteurs de décrochage varie en fonction des stades de développement de l'enfant. Ces facteurs s'influencent mutuellement et ont un impact sur la réussite éducative des jeunes. Les défis liés à la persévérance scolaire et à la réussite éducative ne sont pas les mêmes selon l'âge de l'enfant, selon leur situation. C'est pourquoi le travail réalisé en atelier aujourd'hui est pertinent. Chacun des ateliers a permis une réflexion sur une partie de ce grand tout qu'est la réussite éducative. Le travail d'élaboration du plan d'action sera réalisé dans les prochaines semaines, je vous l'ai déjà dit, et ce fut d'autant plus pertinent dû à la variété des partenaires qui étaient présents aujourd'hui. Donc, différents milieux, une expertise complémentaire, un cheminement complémentaire également, et vous avez eu l'occasion d'échanger sur un enjeu commun. Ah bien, j'en profite pour saluer Mme Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, du Sport et du Loisir, ainsi que ministre de la Montérégie, qui vient de se joindre à nous. Elle nous fait l'honneur de prononcer le discours de clôture de cette journée. Et ça donne un nuage de mots que vous pouvez voir là. Nuage de mots sur lequel on a colligé toutes les informations, les idées, en tout cas une grande partie de ce que vous aviez discuté. On peut voir que estime de soi, sentiment d'efficacité, école, famille, garçon ressortent, sont très présents. Donc, c'est une façon un peu amusante de donner une image à vos idées. Alors, c'est là la beauté de la démarche partenariale. Chacun contribue un peu pour atteindre de grands résultats. Des bonnes idées qui ont émergé aujourd'hui, il est maintenant temps d'en partager quelques-unes. Je vous rappelle que ce ne sont pas nécessairement des priorités qui se retrouveront dans le plan d'action, mais ce qu'on vous avait demandé de faire, c'était d'identifier les meilleures idées, les idées les plus innovantes ou encore celles que vous souhaitiez partager avec le groupe. Alors, j'inviterai vos gérants de café d'un jour. Avez-vous apprécié vos gérants de café? Oui? Bon. Donc, mes collègues Véronique Moquin, Frédéric Dufresne, Martin Boire et Catherine Pachébert, venez me rejoindre pour nous donner toute cette information. Alors, à vous. On va commencer, je vais introduire un petit peu sans te laisser la charge. Donc, on va commencer par les déterminants de la persévérance qu'on a traités ce matin. On va y aller un à la fois, les déterminants. Frédéric. Alors, bonjour tout le monde, Madame la ministre. On m'a attribué aujourd'hui le rôle d'animer le café sur le déterminant familial. Alors, brièvement, ce dont il était question, on parle évidemment de la valorisation de l'éducation, quelle valeur la famille lui accorde, l'encadrement parental, évidemment, comment on le supporte à travers les devoirs, à travers ses projets. Il y a multiples façons de faire. Et la relation à l'école, évidemment, la grande question de la communication entre les parents et l'école. Donc, c'est un thème qui a été très chaudement discuté et des idées très originales en sont ressorties. Principalement, il y a une question qui est posée, c'est comment amener les parents à l'école, comment les solliciter davantage et les impliquer. Une solution qu'on a trouvée, en fait, c'est de les valoriser, comme on fait tout simplement avec nos étudiants et élèves, par exemple, en mettant sur pied une semaine régionale du rôle des parents. Donc, c'est vraiment une manière, via les communications et des projets, de revaloriser le rôle du parent, de le reconnaître dans sa diversité par ailleurs. Et un mot très important aussi, c'est l'inclusion, être ouvert à la diversité. Il y a des types parentaux comme il y a des types d'apprenants. Donc, reconnaître ça à travers le rôle des parents.
Ensuite, évidemment, un autre grand thème qui est abordé, c'est les transitions. Et là, on a croisé évidemment tout ça et on a trouvé d'une extrême importance, c'est peu dire, d'engager les parents dans tous les processus de transition. Et par transition, on inclut beaucoup de choses. Donc, évidemment, la transition primaire-secondaire, mais évidemment, tous les types de transitions, qu'on parle de la petite enfance vers les milieux scolaires, ou on peut même parler des transitions. Les raccrocheurs aussi vivent des transitions. Donc ici, on était très englobant. Donc, et à travers ça, et enfin, c'était avoir un rapport personnalisé avec les parents. Donc, ce n'est pas qu'utiliser les médias de masse, mais aussi d'avoir des rapports un à un pour s'assurer que le parent suive bien, en fait, le cheminement de l'enfant. Alors, voilà. Donc, je poursuis avec les facteurs scolaires. Facteur central qui a suscité beaucoup de réflexions, beaucoup de débats. Par facteur scolaire, on entend relations maître-élève, les pratiques pédagogiques et éducatives, les gestions des difficultés dans l'école, le soutien aux élèves en difficulté et le climat scolaire. Et ce qu'on avait comme point de départ, c'est de dire que l'école est un milieu de vie, un milieu dans lequel on peut être amené à vivre certaines difficultés, certaines problématiques. On pensait entre autres à des problèmes de violence ou d'intimidation, mais aussi à vivre des réussites, à vivre des premières expériences d'engagement, de coopération, de collaboration. Et on se dit à l'école, on est amené à être en contact avec différents intervenants, avec un enseignant qui pourrait être aussi un adulte significatif dans notre vie. Donc, on est parti un peu de cette idée de l'école comme milieu de vie. Et ce contexte-là nous a amené à dire que c'est l'école comme milieu de vie, mais qui est composé d'une multitude de facteurs. Et vous allez retrouver finalement les différents déterminants qui sont économiques, sociaux, personnels et familiaux. Et on voyait l'école qui gravitait là, à travers tout ça. Et nous souhaitions insister sur la communication entre ces différents milieux. Donc, entre la famille, avec les facteurs sociaux, la famille et l'école. Tout ça dans un respect du rythme de l'élève et de son potentiel. Parce qu'on s'est dit, avant tout, c'est l'élève qui est au centre de tout ça. Notre objectif, c'est d'amener l'élève à progresser, à cheminer, et il ne faut pas perdre de vue de respecter son rythme dans cette aventure. On a, nous aussi, insisté sur les transitions. Donc, je crois que c'est une thématique qui va revenir. Je ne vous renommerai pas toutes les transitions que Frédéric a mentionnées, mais elles étaient également présentes de la petite enfance jusqu'à l'entrée dans la vie adulte. Et c'était également des transitions en lien avec le milieu scolaire, mais aussi avec différentes phases de notre vie. On avait un aspect qui concernait de valoriser les diverses voies de qualification. Donc, de valoriser autant des formations professionnelles, des formations techniques, des formations universitaires, mais de ne pas que viser un seul type de qualification et d'encourager cette multitude de voies qui peuvent être suivies par les différents élèves. Et finalement, on avait une attention particulière qui devait être accordée aux élèves HDAA et aux garçons dans un souci là, de continuité puis de réussite éducative. Bonjour, j'ai eu le bonheur d'animer ce matin le facteur personnel, qui travaille autant au plan du social, au niveau de l'autocontrôle, de l'association à des pairs, au plan cognitif, le rendement scolaire, la motivation, les aspirations scolaires et professionnelles, au niveau de la santé, du bien-être, le sentiment dépressif, l'estime de soi, ou au niveau des habitudes de vie, au niveau de l'alimentation, les activités physiques, la consommation de tabac, alcool, drogue, la conciliation travail-études. Je dois avouer qu'au départ, certains participants ont trouvé ça un petit peu difficile de travailler sur le facteur personnel parce que plus les enfants sont jeunes, plus ils sont un peu modulés par leur famille, c'est-à-dire ils vont faire ce que leur famille leur permet de faire, ils vont voir ce que leur famille leur permet de voir. Puis ça devenait un petit peu difficile de séparer les deux. C'est sûr que ça s'atténue en vieillissant. Mais bon, les deux aspects qui ont été retenus, c'était d'accompagner le jeune dans une construction identitaire positive, notamment au niveau du sentiment d'efficacité personnelle, de l'estime de soi, de la connaissance de soi, et de lui permettre d'élaborer des rêves. Puisque lui permettre d'élaborer des rêves, ça lui permet de se projeter dans le futur et d'après d'être capable d'établir un plan de cheminement pour lui, pour qu'il puisse atteindre ce rêve. Ensuite, le deuxième aspect,
c'était d'améliorer et consolider la concertation et le partenariat entre tous les acteurs afin d'assurer une continuité de service tout au long du cheminement de l'enfant et plus particulièrement au moment des transitions. Encore une fois, les transitions. Bonjour, j'ai eu le privilège, je dirais, d'animer le café social. Alors, on parlait ici, naturellement, de facteur social. Un jeune, ça vit dans une communauté, ça évolue dans une communauté, dans un contexte socio-culturel, socio-économique, ce qui peut nécessairement avoir une influence sur son développement, positive ou négative. J'ai le plaisir aussi de constater qu'il n'y a pas juste des consensus qui ont émergé au sein de ce café, mais dans les autres cafés, les différentes thématiques qui ont été abordées, on se rend compte qu'ils sont transversales, puis que peu importe les facteurs, il y a beaucoup de choses qui se retouchent. Alors, d'une part, on parle de la communauté, on parle de l'interrelation entre l'école et sa communauté. Il ne faut pas les voir chacune isolée l'une de l'autre, encloisonnées, mais il faut voir l'interrelation que les deux ont l'un envers l'autre. C'est important qu'il y ait une ouverture de l'école envers la communauté, mais aussi de la communauté envers l'école. Les deux doivent travailler ensemble pour le mieux-être des enfants, c'est-à-dire les différents organismes qui font partie de la communauté, les entreprises, la société civile. Alors, l'école doit apprendre à s'ouvrir à sa communauté. Ensuite, la réussite éducative comme projet de société. C'est la phrase qu'on a retenue, considérant que ça réunissait une série de facteurs qu'on trouvait très importants, notamment la valorisation de l'éducation et de son parcours. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est important de valoriser, oui, tous les types d'enseignement, que ce soit universitaire, professionnel, mais aussi les différents parcours. Chaque jeune a une façon d'aborder l'école, chaque jeune a des besoins particuliers, puis par conséquent, c'est important de valoriser le cheminement que ce jeune-là décide de prendre, même si ce n'est pas celui qu'on rencontre habituellement. Voilà, merci. Alors, merci. En fait, j'avais envie de vous applaudir pour la bonne idée. Il y en a une qui m'a plus particulièrement marquée. Bon, j'ai le droit, je fais mes choix. Bonne idée que la semaine régionale du rôle parental. Vraiment, c'est le genre d'idée qu'on vous laisse. Je pense qu'on va faire du pouce là-dessus. Hein? Alors, mes collègues ont également eu le bonheur, le plaisir, la joie et l'honneur, puisque vous rivalisez de plaisir entre vous, d'animer également des ateliers de thématiques de groupe d'âge. Et donc, on a réalisé au niveau des inscriptions, mais également au niveau des présences aujourd'hui, qu'il y avait peut-être un créneau à développer un peu plus. 0-5 ans, 6-12 ans, petite enfance, préscolaire, primaire. Donc, on a choisi d'improviser un petit peu et de jumeler les deux groupes. Donc, ce sera Catherine qui nous fera la présentation des résultats de cet atelier. Alors, on n'a pas divisé ce qui concernait précisément le 0,5 et le 6,12. On en a fait une vision d'ensemble. Vous allez voir que certains des éléments relevés concernent davantage un groupe d'âge qu'un autre. Par contre, je vous les présenterai dans leur ensemble parce qu'ils ont principalement tous un lien les uns avec les autres. Ils sont tous interreliés. Mais d'entrée de jeu, je dois vous souligner qu'une des préoccupations est de rejoindre les parents et les adultes significatifs. Donc, oui, parents, mais aussi d'autres adultes qui peuvent se révéler importants dans la vie de l'enfant et de les engager dans la réussite éducative de leur enfant. Donc, ça transcende l'ensemble des points qui ont été relevés. Donc, premièrement, on a la prévention et l'intervention précoce par un accès aux professionnels, mais un accès aussi au programme de prévention d'intervention, qui est relevé comme un des éléments importants. Ensuite, vous allez voir certaines tendances entre les différents ateliers. Le lien école, communauté, famille. Toujours cette préoccupation de communication entre ces différents milieux, rejoindre les parents, faire les liens avec la communauté. Et tout ça avec une préoccupation de répondre aux besoins des enfants. Donc, c'était vraiment au cœur de nos préoccupations. Donc, comment répondre à ses besoins et de sensibiliser le milieu scolaire à l'impact des décisions. Donc, de dire que quand un des milieux prend une décision, il a des conséquences. Cette décision a des conséquences sur la vie ensuite dans la communauté, sur la vie dans la famille, et de voir comment tout ça est interrelié. Donc, une attention particulière aux décisions prises dans le milieu scolaire. Ensuite, élèves HDAA et élèves à risque. Donc, attention à accorder, mais aussi une nuance qui a été apportée en disant il ne faut pas oublier les autres.
Souvent, on se centre sur les élèves à risque, sur les élèves qui ont des difficultés davantage identifiées, mais on a vu que des élèves qui peuvent bien fonctionner et avoir de bons résultats scolaires ne sont pas nécessairement à l'abri d'autres risques ou d'autres choses qui peuvent arriver, et c'est de ne pas les perdre dans le processus en centrant toute notre attention sur les autres. Donc, on se dit qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'ils font partie du système et qu'ils doivent évoluer dans tout ça. Donc, pour nous, c'est important de le relever. Et finalement, la continuité, la transition. Donc, entre 0 et 12 ans, on a plusieurs transitions. Donc famille, CPE, des fois, on passe directement de la famille à l'école, du préscolaire au primaire, du primaire au secondaire. Donc, plusieurs transitions auxquelles on devait accorder une attention particulière pour ces différents élèves. Voilà. Oui, donc j'ai eu la chance d'animer l'atelier des 12-17 ans, atelier très populaire, ma foi, et très dynamique. Ce qui en est sorti, c'est de favoriser la concertation et la mobilisation de tous les acteurs au sens large, pas seulement les bailleurs de fonds. On parle de toute la communauté, les organismes communautaires, les écoles, commissions scolaires, allant même jusqu'aux entreprises, vraiment tous les acteurs, sur des problématiques particulières, notamment les transitions qu'on a entendues à plusieurs reprises aujourd'hui, qu'elles soient académiques ou sociales. On parle entre autres du passage primaire-secondaire qui est particulièrement sensible, en portant une attention particulière aux jeunes à risque. Donc, c'était un aspect qui était très important. On parle aussi de concertation et de mobilisation au niveau de la conciliation travail-études. On parle notamment de s'inspirer, de divulguer et de soutenir les initiatives locales. On parle entre autres, on donne un exemple d'un projet qui s'appelle Zone Famille Pro-Études, qui relie autant les entreprises que les écoles, que les organismes communautaires, où il y a une culture de la conciliation travail-études qui s'installe, où les entreprises s'engagent à ne pas employer les jeunes plus que 15 heures par semaine, etc. Donc, de porter une attention particulière à ce type de projet. Voilà, merci tout le monde. Moi, de mon côté, je vais vous parler des 17-20 ans. Les débats ont été, je dirais, enflammés et dynamiques. Mon seul regret, en fait, ça a été d'avoir été en retrait, d'animer plutôt que de participer plus activement avec vous au débat qui était fort intéressant. Alors, quand on parle des 17-20 ans, on parle de jeunes qui subissent d'importantes transformations dans leur vie, passage à l'âge adulte, des fois changement au niveau de leur éducation, passage vers le cégep pour certains, des fois ils quittent le logis familial. Parfois, il y a une nouvelle famille qui s'établit. Alors, tout ça, c'est des transformations importantes qu'il faut prendre en considération. Alors, les deux recommandations qu'on fait. La première, c'est une concertation efficace dans une perspective de continuité de service. En fait, quand on parle de concertation efficace, on parle d'une concertation qui vise deux principaux objectifs, c'est-à-dire un meilleur arrimage entre les différents services, c'est-à-dire entre les services des différentes organisations pour qu'il y ait une continuité entre ces services-là, mais aussi au niveau du dossier des jeunes. C'est-à-dire que le travail qu'un organisme entreprend, la connaissance qu'il y a d'un jeune en particulier, mais que cette connaissance-là puisse être transmise aux autres organismes qui devront travailler avec ce jeune-là. Naturellement, ça soulève une série d'enjeux, notamment la confidentialité, mais avec un peu de créativité, je suis persuadé qu'on va pouvoir réussir à trouver des solutions à ces difficultés-là. Sinon, là où il y a eu d'importants débats, c'est au niveau de la conciliation et du sud de travail. Je pense que tout le monde était d'accord qu'il y avait une problématique là, mais quelles sont les solutions? C'était là que les opinions divergeaient. C'est certain qu'on ne pourra pas s'attendre que la solution ne vienne que du côté de l'entreprise privée. On parle de conciliation études-travail. Le milieu de l'éducation devra lui aussi s'adapter au monde du marché du travail, au fait que les jeunes travaillent de plus en plus, ont besoin de travailler. Alors voilà, je suis persuadé que les discussions continueront. Alors, merci, cher gérant de café d'un jour. Merci beaucoup. Vous pouvez, à moins que vous vouliez rester. Donc, je suis contente d'entendre mes collègues parce que je réalise que les problématiques sont récurrentes. En fait, les thématiques sont récurrentes. Puis, je suis contente de vous dire qu'à la CRE, il y a déjà des interventions qui sont en route, notamment au niveau de la conciliation, études-travail, des trous de service ou bris de service. Excusez si je n'ai pas la terminologie exacte. On a l'engagement jeunesse. Donc, il y a déjà des petites choses en place. On travaille déjà dans ce sens-là. Il faut peut-être juste les consolider, peut-être les adapter. Alors, de beaux défis qui nous attendent.
Transition. Transition est un mot j'ai l'air de me répéter, mais ça semble être une thématique très, très, très importante. Une transition scolaire de qualité, qui désigne une transition harmonieuse, signifie un ajustement mutuel des différents milieux pour favoriser la réussite du jeune en tenant compte des facteurs scolaires, individuels, familiaux et culturels. Je crois que je résume l'ensemble des discussions d'aujourd'hui avec cette phrase. Donc, la continuité de l'expérience éducative permettra la poursuite du développement optimal du jeune lorsque la communauté répond de façon satisfaisante à des besoins de base. Donc, l'autonomie, estime de soi, sécurité, relations. Les conditions de persévérance sur le plan scolaire sont renforcées. Je vous l'ai dit au début de la journée, il faut toute une agglomération, tout un village. Mais dans notre cas, c'est l'agglomération pour élever un enfant. J'ai l'impression qu'ici, on a des bases solides, donc c'est très, très encourageant. Notre mission à l'IRM, c'est les démarches partenariales, donc on travaille tous ensemble pour atteindre des objectifs communs. La réussite éducative dépasse la réussite scolaire. Il concerne la réalisation du plein potentiel du jeune. Il concerne le développement harmonieux et dynamique chez l'être humain et l'ensemble de ses potentialités. La réussite ne se mesure pas seulement quantitativement par une note de passage, elle touche l'intégralité des personnes, la réalisation de soi, l'exploitation du plein potentiel d'un individu. Elle s'applique à tout résultat heureux, satisfaction ou fierté, en fonction de chacun des jeunes. Alors, c'est pourquoi elle nous concerne tous. J'ai maintenant le bonheur d'introduire celle qui prononce notre allocution de clôture, Madame Marie Lavoie, députée Taillon depuis 2006, ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, ministre de la région de la Montérégie depuis septembre dernier. L'éducation est au cœur de son engagement professionnel et politique. C'est le fil conducteur de toute votre carrière. C'est donc sans étonnement que Madame Malavoie a accepté notre invitation à prononcer cette allocution, car nous le savons, le thème d'aujourd'hui vous touche particulièrement. Madame Malavoie. Bonjour et merci de me donner la parole. Je sens que vous avez déjà une réflexion très riche. Alors je vais ajouter mon grain de sel, mais vous verrez que on devrait se rejoindre sur plusieurs des thèmes que vous avez abordés. Ils me touchent aussi particulièrement. Vous me permettrez de saluer Madame Leblanc, qui est commissaire. Où est-elle, Madame Leblanc? On m'a dit que vous étiez là. Nicole Leblanc? Oui. Bonjour, Madame Leblanc. Et Madame Girard aussi, qui est à côté. Bonjour. Je sais que Madame Brisson était là ce matin, mais elle est partie pour une destination heureuse. On lui en veut pas de pas être ici. Monsieur Bienvenu, qui est le directeur général de la CRE, je vous salue. De même que vous tous et toutes qui êtes là en ce beau vendredi après-midi, en train de parler de ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire l'éducation de nos enfants, de nos jeunes, et particulièrement le thème de la persévérance scolaire. C'est vrai que je suis heureuse d'être ici et d'alimenter moi aussi la réflexion, parce que c'est vrai que je suis une passionnée de l'éducation. Vous l'avez souligné en introduction, c'est le fil conducteur de ma vie. J'ai été pendant plus d'un quart de siècle professeur à l'Université de Sherbrooke. Et donc, quand je parle d'éducation, ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est jamais un organigramme d'un ministère, c'est jamais un programme écrit sur papier. C'est d'abord des jeunes, des enfants, des jeunes, qui sont avec nous dans une démarche d'apprentissage et qu'on doit accompagner. Et donc, je suis heureuse de me joindre à votre réflexion parce que c'est vraiment ça que je fais. Essayer de faire que dans la fonction que j'occupe, il y ait toujours un peu de la passion de l'éducation qui soit présente. Et qu'en bout de ligne, on arrive, vous et moi, avec nos diverses fonctions, à faire que de plus en plus de jeunes aillent jusqu'au bout de leurs rêves, comme vous l'avez si bien dit. Pourquoi c'est si important, l'éducation? Parce que, pour moi, c'est la clé maîtresse. Moi, je dis l'éducation, c'est vraiment la clé maîtresse de la liberté. Si on n'a pas accès aux outils que sont nos moyens de communication,
la lecture, l'écriture, les mathématiques, le langage, la capacité de maîtriser un vocabulaire. Si on n'a pas accès à ça, qu'on le veuille ou non, et qu'on soit intelligent ou non, parce que c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de moyens, d'avoir accès à des moyens, petit à petit, on se met en retrait du monde. Et petit à petit, on se sent moins partie prenante de la société. Et petit à petit, on est moins libre de faire des choix, parce qu'on a moins les outils pour faire des choix. Et on est moins citoyen, parce que être citoyen, c'est sentir qu'on a une place dans cette société, qu'on a quelque chose à y faire, qu'on a quelque chose à en retenir, mais aussi à y apporter. Et donc, je me souviens de mon choc, vous me permettrez une toute petite parenthèse, mais je me souviens de mon choc quand je suis arrivée comme députée de Taillon, d'avoir découvert que dans un quartier de mon comté, et c'est pas un cas unique, il y avait 40% d'analphabètes fonctionnels. J'ai vu récemment les chiffres du ministère, puis ça s'arrange pas. Je suis malheureuse de vous dire ça, mais l'analphabétisme au Québec, c'est un fléau qu'on a beaucoup de difficultés à combattre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, depuis que je suis ici, j'ai contribué à favoriser la concertation entre les groupes d'alphabétisation populaire, 4 groupes qui sont dans l'agglomération, et la commission scolaire Marie-Victorin. Et ils font un travail de concertation magnifique. Et je vous parle d'alphabétisation parce que vous et moi, aujourd'hui, on est centré plus sur les enfants une fois qu'ils entrent dans notre système scolaire, mais il y a aussi des gens qui n'y entrent pas, ou très difficilement, ou par la porte d'en arrière, ou d'à côté, ou qui finalement ont appris des choses et puis après les ont perdues. Et j'oublie pas que quand on parle d'éducation, il y a un continuum. Et il faut jamais oublier celles et ceux qui restent en marge. Et je pense que n'ayant pas ces outils, ils peuvent moins aller au bout de leurs possibilités et ils peuvent beaucoup moins contribuer à notre société aussi. La lutte contre le décrochage, c'est vraiment, moi aussi, dans mes priorités. Je dis encore lutte au décrochage. Je sais bien que quand on veut regarder le versant positif des choses, on va parler d'efforts, de réunir nos efforts pour la persévérance scolaire. Puis je le fais moi aussi. Mais ce pourquoi je parle encore de décrochage, c'est parce que il n'y a rien de tel que d'avoir le problème en pleine figure. Ça ne veut pas dire qu'on se désole et puis qu'on ne fait rien, mais il y a un fléau qui s'appelle le décrochage scolaire. Et on ne peut pas accepter que dans une société comme la nôtre, qui est malgré tout une société équipée, il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui avaient eu l'occasion, comme ça a été mon cas, d'aller ailleurs dans le monde et de voir que les taux de scolarisation sont très très bas et que les infrastructures des écoles sont presque inexistantes à certains endroits. Et donc là, on comprend, oui, il y a peu d'accès à l'école, il y a un taux même d'analphabétisme qui est important. Mais nous, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut comme société, on a ce qu'il faut, vous en êtes les témoins, comme volonté. Et pourtant, il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à faire. Les chiffres que vous avez, je crois, évoqués ce matin, il faut les avoir à l'esprit. Dans le temps requis de 5 ans, dans l'horizon de 5 ans, dans l'agglomération, c'est encore 63,7% seulement de jeunes qui ont un diplôme, et donc les autres, ils n'en ont pas. Et on fait bien de dire, il y a un autre chiffre qui est important, celui de la diplomation avant l'âge de 20 ans. Et là, dans l'agglomération, avec ce chiffre-là, on arrive à 73,2%, ce qui est déjà un progrès, mais ce n'est pas un progrès si grand. On vise d'ici quelques années que ce soit 80%. Et puis, ma foi, quand on aura atteint 80%, on visera peut-être encore plus. Il faut avoir de l'ambition pour les jeunes du Québec. Donc, pour moi, c'est une priorité de m'attaquer au décrochage scolaire. Et je sais qu'il se fait dans notre région, et comme partout au Québec, des efforts remarquables. Entre autres, dans ce que j'ai pu observer depuis que je regarde ces choses-là de plus près, au plan de la concertation. Je trouve qu'on a beaucoup gagné en travail de concertation, de sentir que ça concerne pas juste, bien sûr, les efforts des élèves, il faut bien qu'ils en fassent, mais ça suffit pas. Ça concerne pas juste non plus les parents qui sont pas assez supportants pour leurs enfants. Non, les parents font
parfois tout ce qu'ils peuvent. Ça ne concerne pas seulement l'école, qui a bien sûr une mission de l'État québécois de scolariser les jeunes, mais seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Puis ça concerne le milieu de façon globale, et de plus en plus, le milieu, on l'étend. C'est pas juste la communauté environnante, ce sont les entreprises qui engagent les jeunes. Et donc, cette conscience d'une nécessaire concertation, je trouve qu'elle fait des progrès remarquables. Mais il faut qu'on démarre du bon pied. Et donc, j'ai vu dans le beau montage de mots que vous avez fait, le nuage de mots, je crois, c'est comme ça que vous l'avez appelé, j'ai vu au centre écrit en très gros « estime de soi ». Et c'est tellement important. Je vous avoue que je suis en train de travailler dans un projet que vous connaissez pour plusieurs, qui est l'implantation progressive, mais de maternelle 4 ans pour les enfants de milieux défavorisés. Et la clé, c'est ça, l'estime de soi. Il y a des petits-enfants, et là je me fie à une étude qu'avait fait Santé publique, le département de la santé publique sur l'île de Montréal, mais comme je dis, c'est pas parce qu'il y a un fleuve entre nous qu'on est à l'abri des mauvaises statistiques. En 2008, il concluait que 35% des petits-enfants de 5 ans, qui entraient en maternelle à 5 ans, 35% de ces enfants avaient des carences telles qu'on pouvait prédire des difficultés, voire un échec scolaire. 35%. Alors, quand on parle de maternelle 4 ans pour les milieux défavorisés, ça n'est pas pour dire on scolarise dès le plus jeune âge. C'est simplement parce qu'on constate une chose, c'est que à peu près un peu plus d'un quart des enfants de 4 ans ne vont pas dans des services de garde, quels qu'ils soient. Ils passent de la maison à la maternelle 5 ans. Et vous parliez de transition. Imaginez un enfant qui a été aimé par ses parents, c'est pas ça la question, non? Qui a été aimé, qui a été entouré, mais qui n'a pas eu la stimulation qu'on a dans nos services de garde et qui arrive dans un univers qu'il ne comprend pas, dans lequel, pour un bon nombre, dans les 35% là, de cette étude, on retrouve un bon nombre, ils ont très vite le sentiment qu'ils sont pas bons. Et ils ont 5 ans. Puis ils sentent que eux, là, ils sont dans le lot de ceux et celles qui, ils ne peuvent pas le nommer, mais qui ne se sentent pas à leur place, qui ne comprennent pas très bien ce qu'ils font là, et qui accumulent des retards. Alors, quand vous commencez à 5 ans à manquer d'estime de vous dans le milieu scolaire, ça vous traîne longtemps. Et c'est pourquoi on a choisi de mettre de l'énergie à implanter de façon progressive et complémentaire au service de garde des maternelles 4 ans à plein temps pour les milieux défavorisés. Il y en aura dans l'agglomération de Longueuil. Et l'idée, c'est vraiment de travailler en amont. De travailler en amont en se disant, tout ce qu'on gagne à 4-5 ans, ben, on l'a ensuite pour la suite du parcours. En même temps, un de mes leitmotivs, c'est que notre travail à nous, quelle que soit notre fonction, c'est vraiment d'accompagner le goût d'apprendre. Je pense que les êtres humains sont curieux de nature. Et toute leur vie. Moi, j'adore apprendre des choses nouvelles. Puis je suis bien placée parce que je passe mon temps à apprendre des choses nouvelles là où je suis, parce qu'il y a tellement de choses à comprendre, à apprendre. Mais c'est passionnant d'apprendre. On a tout ça en nous. On n'a pas besoin de nous donner une injection de curiosité. On a la curiosité innée chez les êtres humains et les petits-enfants encore plus que nous. Je vous raconte juste une petite anecdote d'un de mes petits-fils qui est maintenant en maternelle et qui a passé, comme tous les enfants du monde, la période fatigante du pourquoi. Alors, tous les parents dans cette salle et les grands-parents me comprennent. Il y a une période où les enfants disent sans arrêt pourquoi. Et puis, cette fois-là, je me souviens, j'avais dit, je vais aller au bout. Je vais répondre, puis à un moment donné, ça va le satisfaire. J'ai perdu la partie. Ne faites jamais ça. J'ai perdu la partie. Il y avait toujours un autre pourquoi. Alors, à la fin, moi, j'étais un peu exaspérée. Puis j'ai dit, mais enfin, pourquoi tu demandes toujours pourquoi? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Parce que je veux savoir. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça?
veut savoir, cette curiosité extraordinaire des enfants. C'est ça qu'on a accompagné. Mais on a à l'accompagner petit, on a à l'accompagner aussi un peu plus vieux, et je voudrais prendre le temps de parler un peu justement de ceux et celles qui font des choix de parcours professionnel, qui ont aussi le goût d'apprendre, mais autre chose, pas forcément apprendre dans le cursus scolaire classique, qui veulent apprendre entre autres des métiers. J'arrive là des Laurentides où on avait un caucus, et j'ai passé une journée à visiter un centre de formation professionnelle, comme il y en a ici. Moi, j'en ai 3 magnifiques dans mon comté, Charlotte Tassé, Pierre Dupuis, Jacques Rousseau, que je connais, que je fréquente. Je suis allée donc dans les Laurentides, et encore une fois, j'ai été émerveillée. J'ai vu briller dans les yeux de jeunes qui apprennent la boucherie, la fierté de ce qu'ils font, et le goût de développer ce talent-là, et la certitude qu'il y a une place dans la société pour eux parce qu'on en a besoin. C'était vraiment de toute beauté. La même chose pour des gens qui font des pièces d'usinage, peu importe. Il y en a qui faisaient une aide d'honneur et qui étaient service de vente et de conseil. C'était vraiment magnifique. Et donc, je pense qu'on a un travail à faire important parce que on a chez nous, par exemple, des programmes extrêmement variés, de l'administration à l'informatique, à l'art, aux travaux liés au bâtiment, à la santé, la boucherie aussi, on en a, la restauration. Vous connaissez certainement notre école où on peut prendre d'excellents repas, mais on a besoin de les accompagner et surtout de valoriser ces métiers-là. On a raté quelque chose au Québec du point de vue de la formation professionnelle. Il faut se le dire, on a raté un tournant. On s'est mis à un moment donné à croire qu'il fallait que tout le monde continue ses études. Il faut qu'il y en ait. Et on est dans une université, et je suis la première à souhaiter qu'il y ait des gens qui prennent des parcours de formation à l'enseignement supérieur le plus loin possible. Mais on a besoin aussi de gens qui ont des formations professionnelles et qui découvrent là-dedans toute l'estime de leur métier, toutes leurs compétences, toutes leurs habiletés. Et on en aura besoin. On a besoin qu'eux se valorisent à travers ce qu'ils font, qu'ils se découvrent, qu'ils assouvissent leur curiosité. Mais en même temps, vous savez comme moi à quel point on va avoir besoin d'une relève bien formée pour les entreprises du Québec. Je vous donne les chiffres que vous connaissez. Il y aura 700 000 emplois à pourvoir d'ici 2014. Le problème, c'est que chaque année, on le dit ça. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à avoir ce chiffre-là en tête, je disais, il y aura 700 000 emplois pour voir en 2011. Puis là, on arrive en 2011, puis bon, on repousse l'échéance. Mais on a encore un défi énorme parce qu'il y a des jeunes qui devront combler des emplois de gens qui partent à la retraite, et il y a pour un tiers de ces emplois des nouveaux secteurs en développement pour lesquels il faut une main-d'œuvre qualifiée. Je ne penserai jamais que l'éducation, c'est uniquement être en adéquation avec le marché de l'emploi. Je pense que l'éducation, ça va bien au-delà de ça. C'est d'abord une façon de se réaliser, je disais, d'assouvir sa curiosité, de développer l'estime de soi. Mais en même temps, il faut que ça serve. Et on a besoin, dans notre société, de tous ces métiers. Ça me permet de faire un petit lien. Vous avez dit à juste titre, il n'y a pas que les entreprises qu'il faille surveiller du coin de l'œil là, dans leurs conditions qu'elles font aux jeunes. En même temps, tout ce qu'on peut faire en complicité avec les entreprises, pour leur demander quelquefois de patienter un peu. On me rapporte, moi, très régulièrement des cas où on vient chercher les jeunes avant qu'ils aient fini. Alors, c'est une chose que de moduler le nombre d'heures de travail quand ils sont aux études, puis leur donner un peu de temps de répit quand ils préparent leurs examens, c'est une chose. Mais le plus grave, c'est quand on vient les chercher avec des salaires assez alléchants et qui ne terminent pas. Je me souviens d'avoir rencontré il y a quelque temps un jeune qui avait une trentaine d'années et qui voulait reprendre des études, puis vous savez comme moi, on peut trouver des bourses éventuellement, mais on ne peut pas payer pour reprendre des études pour certains parcours, mais c'était pas à la hauteur de ce que lui gagnait. Il voulait reprendre des études, alors je l'avais fait parler un peu,
Et il m'a dit, ben moi, j'ai quitté l'école assez tôt, j'avais un emploi et puis j'ai gagné de l'argent. Puis bon, vous connaissez ça. Je m'excuse, ça fait un peu sexiste, mais c'est encore vrai. Un char, une blonde, malheureusement, c'est encore vrai. Et non, mais c'est vrai. J'aimerais bien qu'on en sorte, mais c'est encore vrai. Et ce jeune-là me disait, 10 ans après. J'avais fait le tour, j'avais plus rien à apprendre, j'avais plus rien à faire, plus rien de neuf, et ils voulaient recommencer. Alors, si on peut les accompagner pour qu'ils aient d'abord le loisir d'aller au bout au moment où ils font l'effort pour la première fois, et aussi, c'est une de mes marottes, ça je vous le dis, qu'on travaille nos passerelles. Il faut pas qu'on ait des formations qui soient des cul-de-sac. Il faut pas qu'on ait un parcours en formation professionnelle. Puis quand on a fini ça, si on veut aller, par exemple, au collégial, en technique, on vous dit, ah ben non, ça marche pas, là, il faut reprendre plein de choses, ou bien ce que vous avez fait, on vous le dit pas comme ça, mais ça s'avère être un peu une voie de garage. Ça, c'est vraiment un dossier sur lequel je veux travailler. Je pense que nous devons avoir de la fluidité dans les parcours. Vous me permettrez d'en profiter quand même pour saluer les enseignants et les enseignantes. On commence dimanche, là, une semaine, pour rendre hommage aux enseignants et aux enseignantes, sans lesquels on ne parlerait pas longtemps, là, on n'aurait pas grand-chose à se dire, parce qu'ils sont vraiment les piliers de tout notre système d'éducation. Ce qui compte, c'est pas d'abord les programmes, c'est pas d'abord les infrastructures, les écoles, c'est pas d'abord l'administration. Ce qui compte d'abord, c'est des hommes et des femmes qui se dévouent corps et âme pour établir une relation pédagogique avec des enfants, avec des jeunes. Et je crois que c'est une bonne façon que de souligner au moins une fois par année, par cette semaine, qu'on leur rend hommage. Nous, de notre côté, on va essayer, en plus de leur rendre hommage, mais de leur accorder aussi un certain nombre de ressources, parce que vous avez dit dans vos comptes rendus, à juste titre, il faut des ressources pour aider les élèves qui ont des difficultés ou qui sont à risque. Mais en même temps, quand on fait ça, ça aide l'enseignant, l'enseignante à se centrer sur son groupe de base. Et donc, toutes les ressources qu'on ajoute pour permettre d'encadrer ceux qui ont un peu de difficultés, ça libère les enseignants pour faire l'essentiel de leur travail. Et soyez sûrs que c'est non seulement une chose à laquelle on songe, mais on a annoncé, Madame Marois l'avait annoncé, un certain nombre de ressources additionnelles dans les écoles, ressources professionnelles et ressources de soutien également. Alors voilà, vous avez une journée, je pense, très riche, très, très intéressante. Je l'ai attrapée en fin de course, mais je peux vous dire que dans les mots que vous aviez alignés, j'en ai reconnu beaucoup qui sont des mots importants pour moi. Et je voudrais simplement vous dire en terminant, quelle que soit notre fonction, qu'on soit des fonctionnaires, qu'on soit des enseignants, qu'on soit des intervenants en milieu communautaire, qu'on soit des gens en politique, qu'on soit des élus, des commissions scolaires, peu importe où nous sommes, on est tous des partenaires dans cette magnifique et très belle aventure de l'éducation. Et on est tous là, chacune d'entre nous, pour accompagner le goût d'apprendre de nos enfants et de nos jeunes. Merci. Merci beaucoup, Madame Malavoie. Donc, c'est rassurant pour vous et pour nous de savoir qu'on travaille régionalement dans le même sens et que vous allez travailler à votre niveau tout en prenant en considération nos commentaires d'aujourd'hui. Alors, en mon nom et en celui des partenaires de l'IRM, je souhaite vous remercier de votre présence et je vous rappelle que ce n'est que le début de la démarche. Plusieurs projets structurants verront le jour sous peu. Nous poursuivrons notre cheminement vers l'atteinte d'un taux de diplomation, comme Mme Malavoie l'a mentionné, de 80% d'ici 2020. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'inviterai les partenaires des comités de suivi et du comité directeur de l'IRM à se joindre à Mme Malavoie, si vous le voulez bien, pour une photo officielle.